Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons étudier la gestion des tâches dans un système d'exploitation généraliste. Alors la première question qui nous vient à l'esprit est qu'est-ce qu'une tâche? Une tâche peut être vue en fait comme un groupe d'instructions qui s'applique à un ensemble de données. Un autre élément important, c'est qu'une tâche, elle pense qu'elle possède l'intégralité des ressources du processeur à un instant donné. Une tâche est composée généralement d'un identifiant unique et d'un espace d'adressage. Cet espace d'adressage est généralement, lui, décomposé en plusieurs sections qui vont permettre de stocker non seulement les instructions à exécuter, mais aussi les variables ou autres objets nécessaires au bon déroulement du programme. Une tâche peut également avoir des ressources qui lui sont propres. Nous reviendrons sur ce point un petit peu plus tard dans une autre vidéo. Si on s'intéresse maintenant au concept d'espace d'adressage, il constitue l'ensemble des zones mémoire accessibles par une tâche en particulier. Cet espace est généralement décomposé en sections, comme vous pouvez le voir sur la figure. Une première section appelée section programme, c'est code section, ici sur la figure, c'est la section qui va contenir l'ensemble des instructions devant être exécutées par la tâche. On peut trouver également dans cette section des coefficients constants ou des objets qui ne changeront pas de valeur au cours de l'exécution du programme. Cette mémoire, elle, généralement, elle est accessible uniquement en lecture. La section se trouvant juste au-dessus de cette section, c'est la section données. C'est une section qui va regrouper les variables dites globales ainsi que les variables locales statiques, c'est-à-dire qui seront accessibles par l'ensemble des fonctions de la tâche. Juste au-dessus de cette section données, on trouve un autre segment intitulé BSS qui va comporter l'intégralité des données qui sont non initialisées. Par exemple, une variable globale qui n'est pas initialisée ou une variable statique locale va se retrouver dans cette section-là. Au-dessus de cette section, on trouve un segment particulier qu'on appelle le tas en français ou heap en anglais, qui va comporter l'ensemble des objets qui ont été alloués dynamiquement dans la mémoire, à l'aide d'un opérateur, par exemple comme malloc, calloc, realloc ou new, par exemple pour les opérateurs plus récents. La taille de cette section, elle n'est donc pas figée et va évoluer avec le temps au gré des différentes allocations et désallocations de la mémoire. Il est à noter que cette zone grandit dans la direction des adresses croissantes de la mémoire. Elle est accessible en lecture, écriture. Au bout de l'espace d'adressage de la tâche, on trouve la section de pile ou stack en anglais. La taille de cette section, elle n'est pas non plus figée et elle grandit généralement dans le sens des adresses décroissantes, c'est-à-dire dans le sens opposé au tas. Cette zone permet de stocker les informations temporaires de la tâche, ainsi que les variables locales, les adresses de retour des fonctions par exemple, ou le contexte du processeur qui est un concept sur lequel nous allons revenir dans un instant et qui est fondamental. Cette section de mémoire, elle est également accessible en lecture et en écriture. En ce qui concerne l'exécution des tâches sur un système monoprocesseur, je vous rappelle qu'une seule tâche peut être exécutée à un instant donné. Cette tâche, elle détient alors toutes les ressources du processeur à ce moment-là. Les autres tâches, donc en attente de ces ressources, se retrouvent donc dans d'autres états qu'il est nécessaire de définir. En fait, dans la plupart des systèmes d'exploitation, une tâche peut se retrouver dans 4 états distincts. Le premier, c'est l'état dit running ou en cours d'exécution. La tâche qui est dans cet état, c'est la tâche qui actuellement est en train de s'exécuter et qui possède les ressources du processeur à ce moment précis. Les tâches prêtes à être exécutées, mais qui n'ont pas été choisies par le système d'exploitation, elles se retrouvent dans un autre état qu'on appelle l'état ready en anglais ou prêt en français, prêt à être exécuté. Certaines tâches se retrouvent bloquées lors de leur exécution parce qu'elles attendent un événement particulier ou un certain temps avant de pouvoir poursuivre leur exécution. Et ces dernières sont donc dans un autre état
qu'on appelle ici l'état blocked en anglais ou bloqué en français. C'est l'état qui est donné en rouge sur la figure. Et un dernier état, c'est l'état terminé, dans lequel se trouvent les tâches qui ont fini d'exécuter leur traitement. Donc, la figure que vous voyez ici représente donc les états, mais également les transitions entre les différents états des tâches. Par exemple, la transition 1, ici, elle fait passer une tâche de l'état ready à l'état running. Nous verrons un petit peu plus tard que ça, c'est un service spécifique de l'OS qu'on appelle l'ordonnanceur, qui est chargé de prélever dans la liste des tâches prêtes à être exécutées la tâche qui va passer dans l'état running. On l'appelle aussi la tâche élue. Lorsque cette tâche élue, actuellement en cours d'exécution, termine son traitement ou qu'une autre tâche est choisie par l'ordonnanceur pour être exécutée, cette dernière est replacée dans la liste des tâches prêtes à être exécutées. C'est ce qui est représenté sur la figure ici par la transition numéro 2. La tâche en cours d'exécution peut également se mettre en attente d'un événement particulier ou d'une ressource particulière qui n'est pas encore disponible. Dans ce cas, la tâche courante se retrouve dans l'état bloqué. C'est ce qui est précisé ici par la transition numéro 3. Une fois que la ressource est à nouveau disponible, les tâches précédemment bloquées, en attente de ces ressources, vont pouvoir rejoindre le groupe de tâches qui sont prêtes à être exécutées, c'est-à-dire les tâches dans l'état ready. Et ça, c'est indiqué par la transition numéro 4. Finalement, lorsqu'une tâche qui est en train de s'exécuter finit son traitement, elle passe directement dans l'état terminé et ne sera plus jamais choisie par l'ordonnanceur pour être à nouveau exécutée. D'accord ? Donc ces 4 états constituent les états essentiels dans un système d'exploitation. Il peut néanmoins exister des états additionnels dans un système d'exploitation spécifique. Tout dépend du concepteur du système. La diapo suivante décrit la structure d'une tâche d'un point de vue programmeur. Finalement, une tâche va exécuter une fonction particulière qui ne retourne pas de valeur et qui prend un argument en entrée, par exemple ici, un argument de type pointeur générique void étoile, et elle retourne aucune valeur. La fonction est constituée de lignes de code qui vont dérouler les instructions à exécuter, et à tout moment, la tâche peut se bloquer, comme nous l'avons vu précédemment, si elle se met en attente d'un événement lors de son exécution. C'est ce qui est matérialisé ici par la fonction wait. Il faut noter aussi qu'une tâche peut être interrompue par l'OS lorsqu'elle est en cours de son traitement. D'accord ? Cette condition est fondamentale, bien sûr, pour que le système d'exploitation puisse exécuter l'ensemble des tâches et pas une seule tâche. Le fait qu'une tâche puisse être interrompue permet au système d'exploitation de reprendre la main pour ordonnancer une autre tâche. C'est ce qu'on appelle la préemption. On reviendra sur ce concept de préemption un petit peu plus tard dans le cours. Revenons sur le principe d'exécution des tâches. Comme nous l'avons vu précédemment, il existe 3 états fondamentaux dans lesquels peuvent se retrouver les tâches, à savoir l'état running, qui est occupé par une seule tâche, l'état ready, ou prêt, qui concerne toutes les tâches qui sont prêtes à être exécutées, et l'état blocked, dans lequel vont se retrouver les différentes tâches en attente de ressources. Là, je n'ai pas mentionné l'état terminé, qui est un état un petit peu particulier. Donc sur cet exemple, 3 tâches T1, T2 et T3 sont initialement positionnées dans l'état ready. Il n'y a, pour l'instant, aucune tâche dans l'état running et aucune tâche dans l'état bloqué. L'ordonnanceur va alors choisir parmi les tâches prêtes à être exécutées une tâche qu'il positionnera dans l'état running. Il s'agit ici de la tâche T2. C'est un choix purement arbitraire. La tâche T2 va donc s'exécuter, c'est-à-dire exécuter la fonction qui est présentée par exemple en haut à droite. Elle va commencer par exécuter ses lignes de code jusqu'à atteindre la fonction wait for an event, qui aura pour conséquence de bloquer la tâche si l'événement qu'attend la tâche n'est pas encore arrivé.
Si l'on suppose que l'événement n'est effectivement pas encore arrivé, la tâche T2 va donc passer de l'état running à l'état bloqué et ne sera par conséquent plus exécutée sur le processeur. L'ordonnanceur va donc prélever une nouvelle tâche, qui est dans l'état ready, et la positionner dans l'état running, afin qu'elle puisse être exécutée par le processeur. Là, il s'agit par exemple de la tâche T1. Donc T1 occupera donc les ressources du processeur jusqu'à ce qu'elle soit bloquée, parce que l'on attend d'un événement ou parce que l'ordonnanceur a choisi d'ordonnancer une autre tâche, par exemple. D'autre part, il se peut que l'événement qu'attendait la tâche bloquée T2 soit survenu dans le même temps. Par exemple, c'est T1 qui l'a débloqué. Dans ce cas, la tâche T2 est immédiatement repositionnée dans la liste des tâches ready, donc prête à être exécutée. Et notez ici qu'une tâche bloquée ne peut pas directement passer de l'état bloqué à l'état running. Elle doit obligatoirement transiter par l'état ready avant d'être exécutée à nouveau. Nous verrons un petit peu plus tard qu'il existe une multitude de façons pour un ordonnanceur de prélever une tâche parmi toutes les tâches qui se trouvent dans l'état ready. Cette multitude de façons est ce qu'on appelle une politique d'ordonnancement. Cette dernière consiste par exemple à ordonnancer les tâches suivant leur priorité, suivant leur durée ou encore de façon purement arbitraire, c'est possible aussi. Chaque système d'exploitation a une politique d'ordonnancement, voire plusieurs, qui lui sont propres. Et nous reviendrons sur ce point fondamental dans une autre vidéo qui est vraiment dédiée à l'ordonnancement. Je voudrais maintenant attirer votre attention sur un concept important lorsqu'on parle de tâches, c'est le concept de descripteur de tâches. Le descripteur de tâches, c'est une structure de données qui est utilisée par le système d'exploitation pour gérer l'ensemble des tâches. En fait, chaque tâche est référencée par un descripteur unique qui est alloué par le système d'exploitation lorsque la tâche est créée. Ce descripteur est composé de plusieurs champs, à savoir un identifiant unique pour chaque tâche. C'est en fait un numéro que le système d'exploitation va donner à une tâche lorsqu'elle est créée. Un autre champ est constitué d'informations relatives à la tâche, par exemple l'état courant de la tâche. Est-ce qu'elle est dans l'état running, ou l'état bloqué, ou l'état terminé, etc. On peut donner éventuellement sa priorité, ainsi que les ressources qu'elle utilise. C'est aussi possible. Le dernier champ de ce descripteur est en fait constitué de pointeurs sur ce qu'on appelle le contexte de la tâche. Le contexte d'une tâche est en fait composé d'une copie de la valeur de tous les registres internes de l'architecture à un instant donné. C'est en fait, si vous voulez, une photographie de l'état du processeur à cet instant. Donc, illustrons le concept de descripteur de tâches sur un exemple. Ici, deux tâches, T1 et T2, sont prêtes à être exécutées et sont donc dans l'état ready. Le tableau situé en haut à droite de la diapo représente le contenu des registres du processeur. Donc par défaut, on a fait figurer que 4 registres, ce sont des registres généraux, R0, R1, R2 et R3, qu'on a initialisés à 0. Dans la pratique, il existe beaucoup plus de registres que les 4 qui sont mentionnés ici. Le déroulement va donc être le suivant. L'ordonnanceur va prélever dans la liste des tâches ready celle qui va être exécutée par le processeur. Dans notre exemple, il s'agira de la tâche T1. T1 va donc passer dans l'état running et lors de son exécution, il sera amené à modifier ou elle sera amenée à modifier la valeur des différents registres du processeur. Par exemple, R0 prendra la nouvelle valeur 2, R1 prendra la valeur 3, R2 la valeur 4 et R3 la valeur 5. À un instant donné, l'ordonnanceur peut décider d'interrompre l'exécution de T1 et de la remplacer par une autre tâche, par exemple T2. Dans ce cas, il est nécessaire de sauvegarder le contenu des différents registres du processeur de manière à garder une trace de l'état courant des calculs qui ont été effectués par la tâche T1. En effet, lorsque T1 sera à nouveau exécuté par le processeur, il faudra que cette tâche puisse reprendre les calculs là où elle s'était arrêtée, au moment d'être interrompue par l'ordonnanceur.
Donc l'intégralité des registres du processeur est donc sauvegardée dans ce qu'on appelle le contexte de la tâche T1, qui est stocké dans sa propre pile. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a parlé de cette zone mémoire, c'est la zone mémoire stack, dont on a parlé un petit peu précédemment. Le processeur va donc exécuter la tâche T2, qui elle aussi utilisera les différents registres du processeur, à savoir R0, R1, R2, R3, et viendra tout naturellement modifier leurs valeurs. Par exemple, nous voyons ici que R0 a maintenant la valeur 5, pourquoi pas, R1 la valeur 7, R2 la valeur 8 et R3 la valeur 2. Tout comme tout à l'heure, l'ordonnanceur peut décider d'interrompre l'exécution de T2 et de la remplacer par T1. Pourquoi pas? Dans ce cas, il fera la même opération que pour T1, c'est-à-dire qu'il recopiera le contenu de tous les registres dans le contexte de la tâche T2, c'est-à-dire dans sa pile, dans la pile de T2. D'accord? C'est ce qu'on a mentionné ici dans la diapo. Lorsque T1 sera à nouveau exécuté par le processeur, le contexte de T1 précédemment sauvegardé, il sera restitué et la valeur des registres du processeur sera remplacée par les valeurs qu'on a sauvegardées dans la pile de T1. La tâche T1 pourra donc reprendre ses calculs là où elle s'était arrêtée, au moment où elle a été interrompue par l'ordonnanceur. C'est ce qu'on a illustré ici sur la figure. Vous voyez bien que maintenant, les registres du processeur valent 2, 3, 4 et 5 respectivement. Cette diapo illustre le descripteur de tâche. Nous pouvons voir au milieu que le système d'exploitation ne manipule que ce descripteur qui est composé de l'identifiant de la tâche, là en l'occurrence P1 ou P2. Dans cet exemple, chaque descripteur possède aussi des infos d'ordonnancement. Le dernier champ est utilisé pour stocker le contexte, c'est-à-dire l'ensemble des registres. Au passage, nous voyons que certains registres spécifiques pointent vers des zones mémoire particulières que sont la mémoire code et la mémoire donnée. Il s'agit des registres PC et DS, là, en l'occurrence, dans cet exemple. Je vous rappelle au passage que chaque tâche possède ses propres zones mémoire code, données et piles. Il n'y a pas d'interaction entre ces zones, entre les différentes tâches. Intéressons-nous maintenant au processus de création de tâches. Une tâche est créée en fait après un appel système. Si vous vous rappelez, un appel système fait appel à une fonction du système d'exploitation qui permet d'interagir avec lui. Notez qu'une tâche peut être créée dynamiquement, en cours, bien sûr, en cours d'exécution d'une application. Afin de créer une tâche, le noyau requiert en général un certain nombre d'informations. La première de ces informations est l'adresse de la fonction à exécuter par la tâche. Il est également possible de fournir des arguments à cette fonction pour initialiser la tâche. Par exemple, certains noyaux exigent plus d'informations lors de la création de tâches, comme un identifiant, une priorité, une taille de pile, etc., etc. L'exemple ici présente la création d'une tâche dont la fonction principale main, donc d'un point de vue programmeur. Cette création de tâche est effectuée par l'appel système ici qu'on a inventé, qui s'appelle createTask, qui demande deux arguments, le nom d'une fonction et un identifiant. La fonction qui va être exécutée par la tâche, c'est donc la fonction fonction1 ici, qui consiste en une boucle infinie qui va exécuter un certain nombre de lignes de code. D'accord? Donc on a donné ici l'adresse en fait de la fonction et puis son identifiant. Le processus de création de tâches se déroule en fait en plusieurs étapes. Après avoir reçu l'appel système, le système d'exploitation, premièrement, il va allouer et initialiser le TCB, donc le descripteur de tâche, de la tâche. Ça constitue l'étape 1 ici. La deuxième étape va consister à allouer et initialiser une zone de pile dans laquelle on va venir recopier le contexte du processeur, c'est-à-dire l'intégralité des registres.
La dernière étape, l'étape 3, consiste à sauvegarder ce qu'on appelle le haut de la pile, ou en anglais on appelle ça le top of stack, qui est un pointeur qui permet de récupérer du coup toutes les informations de la pile lors d'un changement de contexte, c'est-à-dire lorsqu'il sera nécessaire de restituer l'intégralité des registres du processeur. L'exemple présent dans cette diapositive est basé sur l'architecture x86, une vieille architecture, en tout cas pour ça, sur cet exemple-là, et les registres sauvegardés dans la pile sont les différents registres de cette architecture spécifique. Dans le cas où plusieurs tâches sont créées, le système d'exploitation, lui, va conserver l'intégralité des descripteurs de tâches, des TCB, c'est-à-dire le descripteur pour chacune de ces tâches. Ces descripteurs sont généralement sauvegardés dans une structure de liste chaînée, que vous connaissez, je pense. Il est alors assez facile d'ajouter ou de retirer un élément à cette liste au gré de la création ou de la destruction des tâches. Chaque descripteur possède un pointeur qui pointe sur l'élément suivant, c'est le principe de la liste chaînée, et le dernier élément, il pointe sur le pointeur sur nul. L'exemple suivant illustre la création de deux tâches qui vont exécuter deux fonctions différentes, à savoir fonction 1 et fonction 2. La création de ces tâches fait donc appel à l'appel système que nous avons déjà vu, qui s'appelle createTask. La création de la première tâche fournit l'identifiant 1 pour cette tâche. La création de la deuxième tâche fournit l'identifiant 2. Et puis on va passer en premier argument, fonction 1 pour la première, donc fonction 2 pour la deuxième. À l'issue de la création de ces tâches, il y a donc deux descripteurs de tâches différents qui vont pointer sur des espaces mémoire là aussi complètement différents, à savoir une zone pour le code, une zone pour la mémoire donnée, une zone pour la pile. Il se peut également que deux tâches exécutent la même fonction. Donc ça, c'est l'exemple qui est fourni sur cette diapo. Lors des appels système createTask, seulement fonction 1, vous voyez, est donnée en argument lors de la création des tâches. Chaque tâche, en revanche, possède un identifiant qui est différent, puisqu'elle a une existence qui lui est propre. Il faut bien comprendre que là encore, les espaces mémoire des tâches sont complètement décorrélés. Chaque tâche a son propre espace d'adressage avec sa mémoire code, sa mémoire donnée et sa propre pile. Par contre, le code de la fonction 1 est recopié dans la mémoire code de la tâche 1 et de la tâche 2. Donc c'est l'unique différence qu'il y a avec l'exemple précédent. Donc faites bien attention avec cette notion qui peut être un petit peu perturbante. Tâches et fonctions, ce ne sont pas la même chose. Une tâche exécute une fonction et une unique fonction. En revanche, plusieurs tâches peuvent exécuter la même fonction. Donc ça, c'est ce qu'il faut absolument comprendre. En ce qui concerne maintenant le processus de destruction de tâches, il est relativement simple. Les tâches peuvent être détruites, on parle aussi de tuer, au cours de l'exécution du programme. Là encore, cette destruction se fait à travers un appel système spécifique. Les tâches détruites ne peuvent plus être ordonnancées et elles ne sont plus jamais présentes dans la liste des tâches ready. Elles sont en fait dans l'état terminé dont on a déjà parlé. Donc détruire une tâche, ça revient finalement à désallouer son descripteur de tâche, c'est-à-dire son TCB. Donc voilà pour cette vidéo qui avait pour objectif de montrer ce qu'est une tâche et comment elle est manipulée par le système d'exploitation à travers le service de gestion de tâches. Dans les prochaines vidéos, nous nous intéresserons à d'autres services du système d'exploitation, comme l'ordonnancement par exemple ou la gestion des ressources. Alors merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.